Alors, si j'en crois l'horloge que j'ai sous les yeux, il est 2 heures. C'est l'heure de reprendre nos savants travaux. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir le professeur Joachim Quack, qui nous vient de l'université de Heidelberg et qui, bon, je ne vais pas me donner le ridicule de faire la liste de toutes ses spécialités, mais entre autres choses, grand spécialiste de la littérature démotique et qui justement va nous parler de Cour des dieux et Cour des rois d'après les textes narratifs démotiques. Oui, bonjour et merci beaucoup aussi de ma partie pour Laurent Coulon et pour l'invitation et aussi à tous pour l'organisation de ce colloque. Alors, le corpus qui sera analysé par moi dans cette contribution est constitué principalement des textes narratifs égyptiens, normalement en langue et écriture démotique. Il faut dire qu'il reste toujours encore un nombre considérable inédit, surtout la grande geste d'Inaros, mais je crois qu'il y a assez de matériel de base pour établir déjà des conclusions relativement solides. Et les manuscrits préservés datent surtout des époques ptolémaïques et romaines, mais il y a une bonne vraisemblance que les archétypes remontent au moins partiellement à l'époque saïde. Quand même, il faut toujours tenir compte du fait que la transmission de ces textes opère très librement, avec beaucoup de variations entre les manuscrits quand on peut comparer plusieurs pour les mêmes passages. Et cette fluidité exclut projeter tout simplement le texte transmis tel quel à une époque antérieure, mais il reste vraisemblable que les sessions de cours décrites dans les contes prennent leur inspiration surtout des dernières dynasties indigènes, donc la 26e et la 28e à 30e dynastie, quand il y avait encore des occasions pour vraiment éprouver des sessions de la cour égyptienne. Et la plupart des scènes que je me propose d'analyser concernent des sessions régulières dans un palais. Il y a aussi des exceptions dans un terrain un peu improvisé. Par exemple, dans le papyrus Spiegelberg, le pharaon est situé dans un champ provisoire sur la rive ouest de Thèbes. Et dans le conte des Amazones, le prince Pétéchons, aussi bien que Serpot, la reine des Amazones, sont situés dans des tentes pendant leur campagne de guerre. Alors, je commence avec un peu de terminologie et le mot normal en démotique pour le palais entier est perpaa, la maison du roi. Actuellement, la correspondance copte est périperoi, ce qui indique que ce n'est pas tout à fait simplement le mot pharaon qui s'y trouve dedans, ça a l'air d'être une formation au pluriel. Et puis les lieux réguliers pour se rencontrer est Verech. Il y a une occasion, Taversit per A, cette Versit est une transposition de l'ancien Vesret, la salle, mais c'est vraiment l'unique attestation de ce mot dans le contexte de session de cours que j'ai trouvé. Le mot régulier est Verech, avec quelques variations phonétiques. Il y a aussi Verech, dû à l'évolution phonétique de l'ancien ch en ch à l'époque tardive. Et dans les textes du Fayoum, il y a le landacisme, donc il y a Velech ou Velech. Et de plus, dans quelques textes, il y a une formation tardive à affixe. C'est pourquoi on a Verech F aussi. Donc, ce mot est attesté d'une façon relativement fréquente et cela correspond bien sûr à l'ancien Vachi qui nous est connu par exemple dans la narration de Sinouhe et aussi le papyrus Vestkar. Et une attestation dans le tombeau de Rechmeri est particulièrement important parce qu'il donne un déterminatif avec un bâtiment à 2 colonnes.
Ça, c'est important. Et ce mot ancien, vachi, est lié étymologiquement à une racine vachi, être inondé. Il faut le séparer de la racine vach, être vert, qui a donné vach, la colonne de papyrus, ou ici vajit, la salle à colonne. Et donc, c'est vachi, être inondé, ça s'accorde évidemment très bien avec le fait que sur le plancher des palais conservés au Nouvel Empire, on a cette décoration à scène acadique. Ça colle très bien avec cette racine. Et puis, il y a un procès phonétique qui est un peu moins fréquent, mais pas tout à fait inouï, c'est le développement d'un ancien A, pas à zéro, comme c'est d'habitude, mais dans R. Rare, mais pas sans parallèle. En fait, il y a une attestation au Nouvel Empire dans un ostraconte du musée du Caire qui donne Vecher avec une métathèse, mais quand même, ça semble être le même mot. Et il y a un autre cas, moins certain, dans un chant d'amour où on a Velech, et le L au Nouvel Empire est un peu surprenant, et de plus, ce mot est au pluriel. Et c'est dans un bâtiment privé. Donc, je ne suis pas très convaincu que c'est vraiment le même mot, mais quand même, prenez en mémoire, Verech est le mot normal en démotique, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et il y a le texte de Cruche A, où deux oiseaux sont instruits par un magicien de jeter des pétitions dans le Verech devant le pharaon. Et un tel fait ne serait pas possible, sauf si ce bâtiment est ouvert au ciel, au moins partiellement. Et dans le deuxième conte de cette année, c'est aussi présupposé, surtout quand les magiciens nubiens créent un grand dôme de pierre là-dessus pour écraser le pharaon et son cou. Mais comment cela accordé aux vestiges archéologiques si on regarde le matériel du Nouvel Empire qui est mieux préservé? Il y a par exemple le palais de Malkata et la salle à trône semble être couverte, mais peut-être ici, cette grande salle de colonnes serait plus possible pour le Vachi ou Verech, et aussi dans le palais de Merenptah à Memphis. Ici, la salle de trône définitivement couverte, mais la salle centrale, c'est nettement ouvert. Donc, c'est une possibilité pour localiser. C'est plus difficile pour l'époque tardive. Là, disons, le soi-disant palais d'Apriès me laisse un peu perplexe. Il semble que la plupart de ces bâtiments s'est pas perdu déjà. Il manque tous les salles de trône, salles de cour. Vraiment, c'est un peu bizarre. Et alors, dans cette salle Verech, qui est la scène normale pour les textes narratifs démotiques, la structure globale est que les deux côtés, droite et gauche, forment les lieux où les courtisans ont leur position assignée. C'est relativement fréquent. On l'a aussi dans le champ d'armée du prince Peter Hons. Les tentes de ses officiers se trouvent à droite et gauche de lui. Et cette division basique se laisse comparer à quelques témoins théoriques déjà mentionnés ce matin. Donc, nous avons bien sûr une section du soi-disant papyrus biographique de Tanis où l'organisation en droite et gauche est fondamentale. Il y a aussi des brèves notices qui indiquent les devoirs de ces gens spécifiques. Ça vaut définitivement plus d'études. Jusqu'ici, cela a été peu commenté. Et puis, il y a ce papyrus aussi déjà montré ce matin, papyrus Carlsberg 23 de l'époque ptolémaïque. Et ici, pour au moins une position, les rôles du roi, il y a aussi la distinction entre gauche et droite. Pour quelques raisons, dans les textes démotiques, typiquement, le gauche est mis avant le droit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est clair que c'est un fait. Et puis, c'est peut-être un peu moins connu. Papyrus Carlsberg
204 recto publié par moi-même il y a quelques années, fragment d'une énumération des titres des cours, un manuscrit de l'époque romaine, mais qui pourrait être refléter les réalités de l'époque saïde et autant que l'état de conservation permet de dire quelque chose, là aussi, il semble qu'il y a une distinction entre gauche et droite. Puis, le mot central pour la position assignée à la cour, très important, et c'est le mot « ret ». Donc, c'est un emploi métaphorique de l'ancien mot pour le pied. Et moi, je suppose que c'est les successeurs sémantiques du mot Nemtet que Gerald Moers nous a présenté ce matin. Et c'est combiné avec le verbe aha et la préposition er. Donc, il faut se demander, est-ce que cela veut dire plutôt s'avancer vers quelque lieu ou rester debout à quelque lieu? Je crois que c'est plutôt rester debout à une position. Et il y a une très belle parallèle dans la stèle de Pille où on dit ahaen toi reduisen. Trois restèrent à leur position et seulement le quatrième roi du delta était permis d'accéder à Pille lui-même. Puis, il y a des indications claires du mouvement réel et là, le mot de bas est ra'aret, délaisser la position et souvent combiné avec le mot iwi ou i, ertametit, venir vers le milieu. Donc, disons, ça, c'est l'opération normale dans une session de cours. Si quelqu'un des courtisans a quelque chose d'important à dire, il délaisse sa position à gauche ou à droite, s'avance au milieu et puis il prend la parole. Pour le pharaon lui-même, il y a au moins deux attestations claires où le mot « chai » apparaître est explicitement utilisé. Ce n'est pas trop surprenant, je dirais. Passons maintenant au personnel des sessions du cours. Et ici, dans les textes démotiques, c'est, disons, plus global et moins spécifique que dans les inscriptions biographiques. Donc, on a moins de titres et plus de catégories relativement globales. Et les plus fréquents sont les Serou, les Hatou, les Imira Mesha et les Remetchu Ayu en Kemet. Donc, Serou, j'ai préféré de le traduire comme magistrat, mais ça, c'est un mot qui a vraiment besoin d'une étude plus approfondie. C'est que cela peut dire vraiment, surtout parce qu'il y a au moins un texte démotique narratif où c'est très clair qu'il a la notion d'eunuque, comme le copte Siour. Et si cela pourrait être rétropédé, ça aurait des conséquences gigantiques. Je ne suis pas encore sûr si c'est permis, mais au moins je dois lever la question. Et puis, Hatou, les chefs, c'est plus clair et autant que je sais, c'est surtout attesté pour les chefs libyens de la troisième période intermédiaire et devient rare après le début de l'époque saïde. Les généraux, bien sûr, sont plus fréquemment attestés à l'époque saïtique aussi que jusqu'à la 30e dynastie. Et puis, les grands hommes d'Égypte ou d'Égypte entière, c'est relativement global. Et ça, ce sont les groupes normaux qui sont présents à la cour. Une seule fois, on a aussi une mention des enfants du roi, mais ils ne font pas partie du personnel normal. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on se comporte à la cour et le comportement verbal? Alors, il y a l'adresse régulière au roi qui est pai en nep a ou au pluriel, au singulier pai nep a. Donc, mon grand seigneur ou notre grand seigneur,
très fréquent dans les textes et semble être l'équivalent sémantique de l'ancien Iti Nepi, souverain mon Seigneur. Et quelquefois, il y a des sermons qui sont prêtés au roi directement dans la salle de cour, et là, il y a des attestations comme « par ta face, par tes dieux ». C'est... Pardon, j'ai oublié un détail pour l'adresse au roi. Parfois, c'est augmenté par un souhait très poli qu'il fasse la durée de vie que le dieu soleil a fait. Plusieurs attestations. Et donc, le serment au roi, par ta face, par tes dieux, dans l'histoire de Hashishonki, ou par ta face, mon grand Seigneur. Et maintenant, alors ça c'est le comportement verbal, maintenant aussi pour le comportement corporel, et dans les textes démotiques, il y a vraiment des scènes de proskinèse, ce qui est ailleurs, je dirais, difficile à trouver en égyptien. Donc, j'ai assemblé un peu d'exemples, plus ou moins tout ce qu'il y a, et pas toujours très bien conservé. Donc, vous voyez, il se couchait sur son ventre, il soit, alors que, et puis, le reste de la ligne est perdu. Et ça, c'est une situation très spécifique parce que c'est un courtisan qui veut sauver le roi qui se trouve dans le désert parmi les animaux. Très extraordinaire, un peu comme Nabonide ou Nebuchadnezzar. Et deuxième exemple, il se prosternait vers le cour, il salua, reste de la ligne perdue. Et ça, c'est la situation où un jeune prêtre vient pour une audience parce qu'il a des problèmes avec l'inhéritance des titres de prêtre qui lui sont advenus de par son père. Et puis, c'est particulièrement développé, il se prosternait vers le sol, il salua, il remplit sa bouche de poussière. Pharaon prit connaissance de lui, il le reconnaît. Le Pharaon alla au lieu où il se trouvait, et cette fois, c'est un guerrier qui arrive pour donner du soutien au Pharaon Pétobastes dans une situation assez critique. Et dernier exemple, il se prosternait vers le sol, il salua, il se levait, il prit place à sa position en faisant des bénédictions de l'adoration du roi. Et ici, c'est le prince Setne Khaemvase, fils du roi Uzimaara, qui est apporté à une session de cour, dont originalement, il ne faisait pas partie. Et comme prince, il a évidemment une position assignée à lui, contrairement aux autres cas de prosternation. Donc, il semble que comme règle générale, c'est que les salutations très formelles, y incluent la proskinèse, sont des règles pour ceux gens qui arrivent de dehors et ne font pas partie de la cour régulièrement assemblée. Puis, on peut convoquer activement quelqu'un qui n'est pas présent à la cour. Deux exemples pour montrer que c'est aussi relativement figé dans l'expression. Pharaon dit, comme m'appelle mon fils Setne Khaemvase, il courait et il l'apportait immédiatement. Et deuxième exemple, Pharaon dit, qu'on amène Hashishonki. Il courut pour Hashishonki, fils de Chinoufa, il courut et il venait l'ayant apporté immédiatement. Donc ça, c'est pour l'Égyptien, mais il y a aussi un cas d'un messager d'un pays souverain autre que l'Égypte. C'est de la deuxième conte de Sydney. Et ici, nous avons malheureusement aussi pas parfaitement préservé. Alors, un magicien nubien, alors, soit vena ou apporta. Le verbe est pas très bien conservé, ça pourrait être ini ou i. En tout cas, plus complet, ayant scellé la copie d'un missive. On faisait son annonce au roi.
on l'apporta à la cour. Il cria. Et le reste, c'est plus individuel pour être d'importance ici. Donc, on voit qu'il y a des omissions comparées aux Égyptiens. Pas de proskunès et pas de vraie salutation. Les Nubiens se tiennent debout et on proche directement du roi. Ça pourrait être un signal narratif pour les caractériser d'une façon négative, mais d'autre part, comme il est l'émissaire d'un pays souverain, il n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un sujet du pharaon. En tout cas, on voit, pour les Égyptiens, il y avait vraiment beaucoup de règles de comportement à la cour pour être appris vraiment. Donc, il fut peu de surpris que dans le manuel du temple, dans la section pour les maîtres d'enseignement, pour les enfants des prêtres, il y a aussi l'enseignement du comportement à la cour. C'est dans ce texte. Trouvez-le vous-même. Et maintenant, je passe à quelques scènes plus particulièrement remarquables. Je commence avec une qui n'est pas trop connue parce que publiée seulement récemment. Donc, c'est une session de cours et on parle du pharaon. Il jeta dehors le sceptre d'or qui était dans sa main. Il se leva du tronc d'or. Les lions du tronc qui étaient sous lui se tournaient alors qu'il disait « Et la abomination, et la abomination ». Oui, c'est une situation très critique quand on lui donne notice qu'un de ses guerriers valables a été fait en eunuque, comme punition. Donc, on a ici des lions et bien sûr, nous connaissons des trônes égyptiens, soit réels, soit des dépictions qui contiennent des lions. Mais qu'est-ce que veut dire qu'ils se tournent? Je suppose que ces lions sont des objets artisanaux, donc peut-être que le pharaon se lève avec tellement de force qu'il se détache de leur support. En tout cas, c'est une scène qui est vraiment extrême. Puis, il y a l'introduction narrative de la sagesse de Racheshon qui est bien connue en principe, mais cette version est moins connue parce que c'est la version du papyrus Carlsberg 304 publiée par Kim Ryholt qui est beaucoup plus développée dans ce cas que la version du papyrus British Museum 10508. Alors, c'est vraiment une des meilleures scènes de cours dans la littérature égyptienne. Le lendemain matin se leva, réapparut à l'horizon et, selon sa coutume, embarqua sur la barque du jour. Pharaon se leva de son lit et se purifia pour le festin. Les amulets de sommeil qui le protégeaient furent retirés et placés sur Horus, grande puissance, dieu du destin, dans la chambre du roi. Les compositions furent déposées à l'emplacement protecteur de son bandeau frontal. Pharaon revêtit une robe de l'enfant et posa la couronne d'Isis, le diadème de la Dame des deux terres, sur sa terre. Il apparut sur son tronc d'or. Les magistrats, les chefs, les généraux, les courtisans et les enfants du roi avançaient vers leur position. La salle hypostyle accueillit son souverain. Pharaon regardait ceux qui se trouvaient à la gauche et salua ceux qui se trouvaient à la droite. Cependant, il resta perturbé longtemps et ne parlait pas. Un silence de stupeur et de terreur s'empara de la salle hypostyle. Pharaon regardait Wah-Ebré-Mehi, l'homme de guerre. Pharaon dit alors, « Que l'inspiration du Dieu du destin soit dans vous, ô armée d'Égypte. » Oui, alors la situation, c'est que la nuit précédente, un homme de guerre a avisé le roi qu'il y avait un complot contre lui parmi les courtisans. Donc, aussi une situation très critique. Mais ce que j'aime vraiment, c'est toute cette scène sur le lever du roi. Lever et
mettrait des couronnes et des parures sur lui. Vraiment, pour le Père Douat, c'est fantastique, je dirais. Et maintenant, je passe à la cour des dieux. Donc, je commence avec la cour d'Osiris, transmise dans la description du papyrus British Museum 1822, deuxième conte de Setné. Et là, c'est malheureusement relativement long. J'espère que nous avons le temps. Donc, il a l'air dans la 5e salle. Setné voyait les esprits nobles alors qu'ils se tenaient à leur position assignée, ceux qui avaient un complaint à cause d'un maltraitement alors qu'ils se tenaient à la porte en suppliant, alors que le gond de la porte de la 5e salle était fixé sur l'œil droit d'un homme qui suppliait en poussant de grands cris. Ils allèrent à l'intérieur de la 6e salle. Setné voyait les dieux, les magistrats occidentaux, alors qu'ils se tenaient à leur position assignée et alors que les serviteurs de l'Occident étaient présents pour faire des rapports. Ils allèrent à l'intérieur de la 7e salle. Setné voyait la forme secrète d'Osiris, le grand dieu, étant assis sur son trône d'or pur et apparut avec la couronne Atef, tandis qu'Anubis, le grand dieu, était à sa gauche et le grand dieu Thoth à sa droite, alors que les dieux, les magistrats occidentaux, menaient à gauche et droite de lui et la balance était installée au milieu devant eux. Donc, ils mesuraient les péchés contre les mérites pendant que le grand Dieu Thoth enregistrait et le grand Dieu Anubis mettait une chose à l'autre. Et celui qui sera, oui, à partir de maintenant, c'est le futur, trouver que ses péchés sont plus nombreux que ses mérites, on les donnera à la dévoreuse qui est maîtresse de l'enfer. On annihilera son âme sur son corps et elle ne le laisse pas respirer à jamais. Et celui qui sera trouvé que ses mérites sont plus nombreux que ses péchés, on l'amènera parmi les dieux, les magistrats, un maître d'Occident. Son âme ira au ciel avec les esprits nobles. Et celui qui sera trouvé que ses péchés seront à l'équivalence avec ses mérites, on l'amènera parmi les esprits capables qui suivent Soka Osiris. Setné voyait un grand homme qui était habillé avec un vêtement de lin royal et qui était proche de l'endroit où se trouvait Osiris, dont la position était très considérable. Alors, ici, la résidence infernale d'Osiris est décrite comme ayant 7 salles. C'est pas très normal en Égypte, je dirais, mais peut-être qu'il y a des conceptions astrales sous-jacentes, parce qu'à cette époque, l'astronomie et l'astrologie étaient importantes, donc les 2 luminaires et les 5 planètes, ça fait 7. Et la description des 4 premières est largement perdue, et pour le reste, on a vraiment une scène de cours relativement similaire au texte narratif concernant les cours du roi. Et une question aux spécialistes, il y a ici les esprits nobles, les Iriou Shepes, comme habitants principaux, mais il y a aussi les esprits capables, les Iriou Akeriou, c'est Ika en égyptien ancien, et ici il semble que ces 2 catégories sont nettement séparées, mais je ne sais pas comment l'établir par des autres sources. Et en tout cas, on a Nanetcheru Serunu Imenet, les dieux magistrats de l'Occident, qui est existé par exemple aussi dans les textes religieux Papyrus Harkness. Et ces gens qui ont des pétitions qui concernent le Chai en Genes, maltraitement. Donc, les pétitions, c'est vraiment une chose importante pour les scènes de cours. Et bien sûr, on a aussi la description du jugement des dieux, et comme nous avons déjà écouté ce matin, cette scène du jugement des dieux dans le chapitre 125 du livre des morts a une relation très claire aussi avec la cour du roi. Et maintenant, passons à la langue grecque concernant le songe de Nectanebo.
qui est aussi transmis dans quelques papyrus fragmentaires en démotique, mais la version grecque est beaucoup mieux conservée. Donc, je cite selon elle, mais ça donne vraiment l'impression d'une traduction assez proche d'un texte démotique. Donc, alors, ici commence le songe. Il lui apparut en songe qu'un bateau de papyrus qui est appelé en égyptien Rhombs jette l'ancre à Memphis. Sur le bateau se trouvait un grand tronc sur lequel était assise la glorieuse bénéfactrice, celle qui donne des fruits, la reine des dieux Isis, et tous les dieux de l'Égypte se tenaient auprès d'elle à sa droite et sa gauche. L'un d'entre eux s'avança vers le milieu. Il mesurait, à mon avis, 21 coudées, celui qu'on nomme en égyptien Onouris, en grec Arès. Il tomba sur la terre. Il tomba à la terre sur le ventre et dit ces mots: Viens vers moi, déesse des déesses, toi qui as le plus grand pouvoir, qui règne sur toutes choses dans le monde et qui sauve tous les dieux. Isis soit favorable. Écoute-moi, comme tu l'as ordonné, j'ai conservé sain et sauf le pays d'une manière irréprochable, et alors que je prenais jusqu'ici tous les soins possibles de Nectanebo, fils du roi Samaos, celui qui a été placé en charge du pouvoir par toi, a négligé mon sanctuaire et a résisté à mes ordres. Je suis exclu de mon propre sanctuaire et les travaux dans le sang des saints restent à moitié achevés en raison de la mauvaise volonté du responsable du temple. Donc, alors ici, les cours des dieux ne se tiennent pas dans un bâtiment permanent sur terre, mais dans un bateau, quand même les traits structurels correspondent bien aux sources démotiques. Nous avons les grands troncs, Tronos Megas, sur lequel est assise la reine des dieux, Théon Anassa, et il y a le placement des autres dieux sur la droite et la gauche, et puis celui qui a une chose importante à dire s'avance vers le milieu, et en fait, cette expression est conservée dans un petit fragment démotique du papyrus Carlsberg 162, directement parallèle comme Cha'a, Netcha'a, et puis probablement Ret F. Erta Metit. Et l'appel du dieu Onouris à Isis constitue visiblement une pétition causée par un traitement inacceptable par le roi. Donc, c'est au moins assez proche d'un semi-en-chai-en-genes que nous avons dans les sessions de cour royale. Et nous avons aussi l'acte de proskinèse performé par le dieu Onouris, qui fait partie au moins facultativement des descriptions démotiques. Donc, pour résumer, les textes narratifs démotiques sont une source riche pour les procéder à un cours égyptien. Ils fournissent une bonne idée du déroulement des actions typiques avec une phraséologie relativement figée. Cette tradition littéraire des cours royales a été l'inspiration pour des cours des dieux. Osiris, dans le deuxième conte de Setné, ressemble beaucoup à un pharaon avec ses magistrats qui ont des positions assignées et avec ceux gens qui soumettent des pétitions. Et finalement, dans le songe de Nectanebo, malgré la langue grecque de la version bien conservée, la phraséologie typique des sessions de cour royale est clairement présentée. Donc, merci pour votre attention.